Je pense qu'on va pouvoir débuter. Oui. Alors, merci de votre patience et bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation donc, des faits saillants de l'étude sur les besoins de main-d'œuvre en entretien ménager. Je suis Blandine Aliaga, je suis chargée de projet chez Enviro Compétences et je serai votre animatrice aujourd'hui. Je suis accompagnée de Dominique Daudier, directrice générale d'Enviro Compétences, et de Raphaël Riedman, qui travaille chez Groupe DDM et qui est analyste stratégique chez la firme donc, Groupe DDM, excusez-moi, qui a été donc mandatée pour réaliser cette étude. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter la mise en contexte donc, de cette étude, les faits saillants qui sont sortis et aussi les pistes de solutions. Dans un deuxième temps, on prendra quelques minutes pour répondre à vos questions, à vos commentaires. Vous pouvez nous laisser d'ailleurs sur le chat. Donc, n'hésitez pas, ce sera dans un deuxième temps. On tient à remercier tout particulièrement l'Association des entrepreneurs de services d'édifices Québec, donc l'ASEC, sa présidente, Mme Annie Fortin, et M. Roger Gauthier pour leur précieuse collaboration tout au long de cette étude, ainsi que les comités paritaires de l'entretien d'édifices publics des régions de Montréal et de Québec. Cette étude n'aurait pas été la même sans vous, alors un grand merci de la part de toute notre équipe. Je cède maintenant la parole à Dominique Daudier, donc notre directrice générale chez Enviro Compétences. Merci, Blandine. Juste pour faire un petit peu un topo, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Enviro Compétences. Alors, Enviro Compétences, le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement, ça fait 25 ans qu'on existe. On est un organisme à but non lucratif financé majoritairement par Emploi Québec. Et on a été créé pour faciliter le pont entre les services d'Emploi Québec et les entrepreneurs de chacun des secteurs d'activité économique. Il y a 29 comités sectoriels au Québec et nous représentons la filière environnementale. Enviro Compétences, c'est un OBNL, comme je le disais plus tôt. On est apolitique, on est des experts en développement de main-d'œuvre, on ne fait que ça, on est dans une niche particulière, on a une neutralité puis une objectivité. Et on soutient tous les regroupements et toutes les associations, ainsi que les entrepreneurs et les travailleurs et les travailleuses de la filière environnementale par différents types de gammes de services et de produits. Alors, je vous invite à aller sur le site www.envirocompétences.org et www.enviroemploi.org, le site d'emploi qui est dédié à l'économie verte et la transition verte pour être des affichages de postes et de la recherche d'emploi pour les candidats. Merci. Donc, je vais prendre la suite. Donc, je vais commencer par remercier Enviro Compétences de nous avoir donné la chance de faire cette étude sur le secteur de l'entretien ménager. Donc, c'est une étude qui est à portée provinciale, mais comme vous le verrez à la consultation du document, il y a plusieurs constats régionaux qui sont présentés également. Pour n'en nommer qu'un seul, on a par exemple produit une carte à la fin en annexe du rapport qui présente l'ensemble des besoins de main-d'œuvre par région administrative au Québec. Donc, l'étude ciblait le service d'entretien ménager industriel, institutionnel et commercial. C'est important de le préciser puisqu'il ne faut pas faire l'erreur d'amalgamer ces services avec d'autres services d'entretien ménager. Par exemple, si on pense à l'hôtellerie ou en résidence privée, c'est des réalités d'emploi qui sont assez différentes. Donc, nous, on a vraiment centré notre étude sur l'industriel, institutionnel et le commercial. Donc, pour faire un tour rapide de la méthodologie qu'on employait dans le cadre de l'étude, on a commencé par faire 11 entrevues avec des propriétaires d'entreprises ou des directeurs de ressources humaines, directeurs, directrices de ressources humaines, qui sont dans le secteur de l'entretien ménager. Ces entrevues-là nous ont permis de dresser la liste des enjeux, puis par la suite, on est passé au questionnaire en ligne pour quantifier ces enjeux-là. Donc, à l'aide du questionnaire en ligne, on a notamment quantifié le nombre de postes vacants, les méthodes de recrutement privilégiées, les enjeux de rétention. Donc, ça nous a permis de mettre des chiffres sur ces enjeux-là. Puis, pour ajouter une profondeur qualitative, on a terminé le tout en faisant 2 groupes de discussion, encore une fois avec des propriétaires d'entreprise ou des directeurs, directrices de ressources humaines, pour vraiment aller détailler certaines statistiques qui nous paraissaient surprenantes, par exemple sur les salaires, ou pour brainstormer sur les pistes de solutions à adopter pour l'avenir. Donc, si on tombe au niveau des faits saillants pour l'industrie, donc, on parle d'une industrie généralement en croissance dans le secteur de l'entretien ménager. Si on regarde du côté de la région couverte par le comité paritaire de Montréal, on voit qu'on a une légère diminution d'entreprises. On passe de 1360 à 1336. Par contre, on a une forte augmentation du nombre d'emplois, c'est-à-dire une augmentation de 15,8 pour atteindre 15 689 emplois en 2020.
Du côté du Comité paritaire de Québec, de la région couverte par le Comité paritaire de Québec, on a une croissance du nombre d'entreprises. Donc, de 2018 à 2021, on a une croissance de 6 pour atteindre 861 entreprises. Puis, au niveau du nombre d'emplois, on a une croissance de 51,6 ce qui est énorme, pour atteindre 14 164 emplois en 2021. Si on va au niveau des faits saillants sur les salaires, bien, comme plusieurs qui nous écoutent le savent sûrement, les salaires dans le secteur de l'entretien ménager sont encadrés par le décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics. Il y en a deux, un qui couvre la région de Québec, puis un la région de Montréal. Sans imposer des salaires, le décret définit des conditions planchers en dessous desquelles on ne peut aller en termes de taux horaires. Vous voyez le graphique qui montre l'évolution, ainsi que l'évolution prévue jusqu'à 2025 avec les décrets actuels. Donc, on a un salaire actuellement qui tourne autour de 19 de l'heure selon si on est des préposés de classe A, B, C, des chefs d'équipe ou autres. Il faut préciser que dans les discussions avec les principaux propriétaires d'entreprises qu'on a eues, bien que le décret met des conditions planchées, on a compris qu'il était très difficile d'aller au-delà de ces conditions si on veut rester compétitif au niveau des prix offerts aux clients. Donc, bien que ce soit des conditions planchées, c'est un peu les conditions offertes dans l'industrie de façon générale. Il faut aussi comprendre que le décret n'inclut pas de progression salariale en fonction de l'ancienneté. Donc, c'est-à-dire une personne qui a 6 mois d'ancienneté, 6 ans ou 16 ans peut être au même salaire, ce qui amène beaucoup d'enjeux au niveau de la rétention des employés. Si on va au niveau des faits saillants, au niveau du profil de la main-d'œuvre maintenant, on voit que les services d'entretien ménager, c'est une industrie assez égalitaire, 51 d'hommes, 49 de femmes. Les travailleurs âgés, c'est-à-dire 55 ans et plus, sont surreprésentés, donc 27,3 de la main-d'œuvre. Ça amène certains enjeux, surtout considérant que le service d'entretien ménager, c'est des travaux assez physiques, donc ça inquiète beaucoup les employeurs du secteur. Par contre, ceux-ci expriment aussi que c'est leur meilleure main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui est selon eux la plus fiable et la plus performante, c'est les travailleurs dans cette tranche d'âge-là. Donc, il y a vraiment un enjeu de conserver ces travailleurs-là le plus longtemps possible sur le marché du travail. Pour ce qui est des travailleurs plus jeunes, c'est-à-dire les 15 à 24 ans, ils représentent 14,7 ce qui est à peu près la même représentation que dans le marché du travail de façon générale. Puis, dans les travailleurs plus jeunes, on a deux types de travailleurs. On a ceux pour qui c'est un emploi étudiant, temps partiel, donc qui ne feront pas nécessairement une carrière en entretien ménager. Puis, pour ceux qui envisagent cet emploi-là comme une carrière, on a un enjeu de rétention. C'est vraiment la tranche d'employés avec laquelle on a le plus de taux de roulement et le plus de difficultés de rétention. Justement, si on saute aux données sur la rétention, donc, c'est 57 des entreprises qui ont répondu à notre enquête en ligne qui nous disent avoir un taux de roulement supérieur à 15 C'est même une entreprise sur 5 qui nous dit avoir à remplacer plus de 50 de sa main-d'œuvre à chaque année, ce qui est d'attendre. Donc, vu ces enjeux de rétention-là, on a questionné en profondeur les employeurs, autant dans l'enquête en ligne que dans les entrevues, sur les stratégies de réintention qu'ils peuvent mettre en place. Ils nous ont dit principalement que c'était assez limité. On s'entend qu'au niveau des salaires, comme ça a été mentionné, ils ont peu de manœuvres pour augmenter les salaires, sans quoi ils sont plus compétitifs au niveau des prix. Au niveau des horaires, bien, on le sait, l'entretien ménager, si on est en milieu scolaire, ça se fait après les cours. Si on est en milieu, par exemple, dans un centre commercial, ça se fait après les heures de fermeture. Édifice à bureau, même chose, après les heures de fermeture. Donc, on a peu de contrôle sur les horaires qu'on est capable d'offrir, même si on essaie de modifier ça le plus possible pour rendre ça plus attrayant. Donc, la principale stratégie, c'est vraiment de développer des relations avec les employés, puis de leur faire avoir un sentiment d'appartenance envers l'entreprise. Pour ce faire, on parle entre autres d'offrir des cadeaux d'entreprise, offrir des repas, offrir plus d'accompagnement dans la formation initiale pour que les gens développent un sentiment d'appartenance envers l'entreprise, puis ou envers la personne qui les a formés et intégrés. Puis, lorsque possible, on essaie d'adapter les horaires. On a aussi questionné les gens sur les principales stratégies d'intégration des nouveaux arrivants ou de la main-d'œuvre immigrante, vu qu'on a une forte proportion de main-d'œuvre immigrante dans les services d'entretien ménager. Au niveau de la conciliation des horaires, puis les stratégies langagières qui vont un peu ensemble,
En fait, la première stratégie, c'est si la personne, le français, ce n'est pas sa langue première, les employeurs nous ont dit qu'il essayait de la faire travailler avec quelqu'un qui maîtrisait sa langue maternelle pour faciliter les communications, puis pour briser le sentiment d'isolement un peu qu'il peut avoir lorsque tous nos collègues ne parlent pas nécessairement dans une langue qu'on maîtrise. Aussi, pour les couples de nouveaux arrivants qui viennent d'arriver, pour leur permettre d'avoir une certaine vie commune. Alors, les employeurs nous ont mentionné qu'ils essaient de les faire travailler ensemble sur les mêmes chiffres de travail. Comme ça, même si c'est des chiffres de nuit, il n'y en a pas un qui travaille de nuit et un autre de jour. Ils sont capables d'avoir une vie commune à travers ça. Puis pour ceux qui ont des enfants, bien, ils essayent autant que possible de permettre d'avoir la garde des enfants qui n'est pas affectée par les chiffres de travail, donc peu de travail de soir ou de nuit pour ces gens. Si on va au niveau du recrutement de maintenant, bien, les difficultés de recrutement, ça ne date pas de la COVID, ça remonte à bien avant. Donc, depuis au moins 5 ans, les employeurs nous disent qu'il y a énormément de difficultés de recrutement. On est allé questionner sur les causes de ces difficultés-là. On a demandé, puisqu'il peut y avoir énormément de causes, on a demandé de cibler les 3 principales lors de l'enquête en ligne. Puis, les 3 majoritaires qui sont sortis sont les conditions de travail, le savoir-être et les lieux de travail. Au niveau des conditions de travail, ça semble surtout l'horaire qui est très difficile à faire accepter, particulièrement en nouvelle génération. Donc, comme on l'a mentionné plus tôt, beaucoup de travail de soir, de nuit, des horaires atypiques, des conditions sur appel en début d'emploi. Donc, 59 % de nos répondants mentionnent que c'est la principale contrainte. Au niveau des savoir-être, c'est 59 % encore une fois, donc à égalité comme condition numéro 1. Donc, on parle de la ponctualité, assiduité, fiabilité. Puis, nos groupes de discussion puis nos entrevues nous ont permis de détailler ça puis de dire, bien, souvent, le savoir-être, les critères ne sont pas si exigeants que ça. On veut quelqu'un qui se présente à chacun de ses chiffres de travail à temps. Puis, en ce moment, parfois, c'est difficile d'atteindre ce niveau minimal. Au niveau des lieux de travail, c'est une contrainte c'est la contrainte majeure dans 26 % des cas. Surtout lorsqu'il y a de multiples lieux de travail ou que les lieux de travail ne sont pas desservis par des transports en commun. Donc, la détention du permis devient un enjeu ou le fait de posséder un véhicule pour se rendre. C'est encore plus complexe pour une certaine tranche de main-d'œuvre immigrante qui avaient, par exemple, un permis dans leur pays, mais qui n'ont pas encore réussi à avoir le permis québécois actuellement. Donc, ça les rend difficilement employables lorsque les lieux de travail ne sont pas desservis par le transport en commun. Si on va au fait sur la formation maintenant, donc, le temps consacré à la formation varie entre 0 et 150 heures. Le 150 heures est davantage du côté des entreprises à vocation sociale, donc des gens qui servent des services d'entretien ménager pour faire de l'insertion sociale. Si on va au niveau du nombre d'heures de formation initiale moyenne, ça tourne autour de 23 heures. Donc, on parle environ de 3 shifts de formation accompagnés avant de laisser la personne faire des travaux de façon autonome. C'est aussi 25 % des entreprises qui nous ont mentionné offrir de la formation continue. En fait, c'est le tiers des entreprises, qui mentionnent offrir de la formation continue. C'est surtout des formations continues qui touchent la santé, sécurité, le SIMDUT et certaines méthodes de travail spécifiques. Comme dans le cas de la COVID, il y a eu beaucoup de formations continues pour faire de la désinfection. Lorsqu'on regarde les besoins de main-d'œuvre maintenant, on voit qu'il y a une explosion du nombre de postes vacants en entretien ménager. Donc, pour le poste de préposé à l'entretien ménager, on voit une augmentation de 265 % de 2015 au troisième trimestre de 2021. Donc, on peut se dire jusqu'à septembre 2021. Il y a fort à parier que cette augmentation-là a continué et qu'actuellement, la situation s'est encore détériorée. Donc, au niveau du nombre de postes vacants total dans l'industrie, on parle de 10 % de postes vacants. Si on donne un comparatif, au même moment, c'était 4,5 % des postes qui étaient vacants dans l'ensemble du marché du travail québécois. Donc, la situation est 2 fois pire que ce qu'on retrouve sur le marché du travail au niveau des postes vacants. Si on tombe au niveau des constats sur la COVID maintenant, on aurait pu penser que beaucoup ont perdu leur emploi dû à la COVID, mais ce n'est pas été le cas dans le service d'entretien ménager. Donc, c'est plus de la moitié des entreprises qui nous ont dit qu'ils ont vu leur volume de travail doubler. La COVID a aussi amené la reconnaissance des travailleurs d'entretien ménager comme des travailleurs essentiels, ce qui est une très bonne chose pour l'industrie, puisqu'on reconnaît ces travailleurs-là à leur juste valeur.
Aussi, c'est un employeur sur 4 qui a mentionné offrir temporairement des primes en lien avec la COVID, surtout dans certains cas pour contrer l'effet de la PCU, par contre, puisqu'on voulait garder les gens en emploi et donner un incitatif de continuer à travailler pour ne pas les perdre. Ça fait un peu le tour pour le portrait. Maintenant, si on tombe au niveau des pistes de solutions qu'on propose pour l'industrie. Donc, au niveau des pistes de solutions qui touchent le recrutement, c'est certain qu'il faut adopter des méthodes de recrutement plus efficaces et surtout innovantes. Lorsqu'on regarde, si on va dans les méthodes de recrutement classiques, si on pense à Jobilico, Indeed ou encore le site d'Emploi Québec, ça ne semble vraiment pas efficace ou adéquat pour recruter puis combler nos postes en entretien ménager. Donc, plusieurs nous ont fait mention de choses innovantes pour combler leurs besoins et puis au niveau du recrutement. Pour nommer quelques exemples, si les gens avaient des contrats dans des centres commerciaux, ils allaient approcher les gens qui travaillaient déjà dans les centres commerciaux sur place pour leur proposer de continuer à la fin de leur shift pour faire de l'entretien ménager dans le centre commercial. Même chose, les gens, par exemple, les éducatrices en milieu scolaire qui travaillent dans l'école, à la fin de leur shift d'éducatrice dans l'école, ils les approchaient pour leur demander s'ils étaient intéressés à faire de l'entretien ménager, puisqu'ils étaient déjà sur place, donc ils sauvaient du temps. C'était quand même des méthodes innovantes, puis ça permet d'agrandir le bassin de main-d'œuvre, puis d'avoir une méthode de recrutement un peu hors du commun. Aussi, ça va être important de faire connaître l'offre de soutien financier, le coaching en sélection et en recrutement de personnel. C'est des services qui sont peu utilisés par les entreprises à date, puis qui vont être un peu élaborés par la suite dans la présentation. On a aussi vu que ce serait très pertinent de créer un répertoire spécifique aux emplois en entretien ménager, donc pour regrouper les offres d'emploi et les candidats. Plusieurs nous ont mentionné que la nouvelle plateforme Québec Emploi desservait mal le service de banque de candidats. C'était très dur de trouver des candidats dans cette banque-là pour les postes en entretien ménager. Donc, avoir un service connexe qui sert à ça serait sûrement une bonne initiative. Si on va au niveau des autres pistes de solutions pour le bassin de main-d'œuvre, donc pour les travailleurs de la nouvelle génération, donc nos travailleurs les plus jeunes, ce serait important de mener une campagne de valorisation des métiers de l'entretien ménager pour augmenter l'attractivité de ces postes-là. Il faudrait entre autres miser sur le fait que c'est des postes qui ont été reconnus comme essentiels dans le cadre de la pandémie, puis valoriser le travail qui est fait en entretien ménager grâce à ça. Au niveau des travailleurs plus âgés, l'enjeu, c'est vraiment des conservants d'emploi, puis de réduire un peu le tôle physique sur eux pour qu'ils puissent rester en emploi le plus longtemps possible. Donc, la stratégie, c'est d'adapter les cadres d'emploi pour leur laisser les tâches les moins exigeantes physiquement ou acheter des nouveaux équipements un peu plus ergonomiques qui réduisent le fardeau physique sur eux. Au niveau des nouveaux arrivants maintenant, ce serait important de développer un processus d'accueil et d'intégration ou un guide d'accueil et d'intégration pour les nouveaux arrivants spécifiques à l'entretien ménager. Donc, peut-être la formation initiale de shift accompagné pour des gens qui viennent tout juste d'arriver au Québec, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut un peu leur apprendre davantage le contexte du travail en milieu québécois. Donc, pour ça, ça prendrait des formations plus étoffées. Aussi, pour limiter l'impact de la barrière de la langue puis le maintien en emploi, ça serait idéal de ne pas avoir une seule personne qui ne maîtrise pas le français et qui ne parle pas en fait, avoir plus qu'une personne qui parle la langue maternelle du nouvel arrivant en entreprise, donc soit les engager en groupe ou s'assurer d'avoir une personne qui maîtrise sa langue maternelle dans l'entreprise pour faciliter l'accueil et l'intégration. Si on va au niveau des travailleurs étrangers temporaires, il faudrait diffuser davantage dans l'industrie les assouplissements qui ont été faits dans les dernières années. Il y a beaucoup de pression qui a été faite pour que soit moins compliqué d'avoir recours aux travailleurs étrangers temporaires, puis ça l'est de moins en moins. Donc, c'est un bassin de main-d'œuvre qui est très sous-exploité pour l'instant, même si souvent c'est des travailleurs qui restent de 1 an à 3 ans au Québec. Ça peut rester une solution à exploiter du même titre qu'ils sont utilisés, par exemple, dans l'industrie horticole. Pour les personnes en situation de handicap, mais bien sûr, on parle autant en situation de handicap physique que psychologique, ça prendrait simplement des outils de référence pour accompagner l'intégration, la gestion de ces personnes-là.
même si pour certains, ils n'atteindront jamais la performance que les autres peuvent avoir, c'est important de savoir qu'il y a des offres de soutien financier, autant pour l'accueil et l'intégration que pour le maintien en emploi de ces personnes-là. Donc, il y a vraiment même un gain financier possible pour les entreprises s'ils font l'effort, ils vont dans ce sens-là pour embaucher et intégrer des personnes en situation de handicap. Si on y va au niveau des travailleurs judiciarisés maintenant, mais on a vu que l'impact du casier judiciaire, c'est très important dans le secteur de l'entretien ménager. Énormément de contrats excluent les travailleurs dès qu'il y a une présence de casier judiciaire. Donc, il faudrait faire un peu de pression en ce sens-là pour que la nature de la faute qui amène le casier judiciaire soit prise en compte, puisque dans bien des cas, c'est des travailleurs qui sont exclus, mais qui n'auraient aucun impact sur le potentiel de dangerosité dans le cadre de l'emploi. On peut penser à, par exemple, certaines personnes qui auraient eu un casier pour alcool au volant il y a très longtemps, puis qui n'ont pas encore eu leur pardon. Donc, c'est dommage que ces personnes-là ne puissent pas être employées dans l'industrie simplement à cause de ça. D'ailleurs, ça me fait penser, une des méthodes de rétention employée qui nous avait été mentionnée dans le cadre de l'étude, c'était d'accompagner les gens qui postulent et qui ont un casier judiciaire vers un pardon lorsque le casier dépend d'une faute qui a été commise il y a vraiment plusieurs années et que le pardon est facile à obtenir. Ça augmente aussi la rétention de ces gens-là qu'on a accompagnés dans le pardon du casier judiciaire. Si on va au niveau des pistes de solutions qui touchent les horaires de travail, on comprend que dans l'industrie, les heures de travail sont souvent difficilement malléables. Quand même, vu qu'il y a une pression sur la demande et l'offre en ce moment, je pense que ceux qui offrent le service d'entretien ménager commencent de plus en plus à avoir le gros bout du bâton pour faire de la pression et dire est-ce qu'on peut ramener les quarts de travail peut-être de nuit vers des quarts de soir. Aussi, on peut penser que les employeurs pourraient offrir davantage de rotation de quarts de travail. Donc, c'est-à-dire des gens qui commencent à travailler de nuit au début, mais ne travailleront pas de nuit durant des années. On va leur offrir une rotation pour qu'ils fassent nuit, soir et jour, dépendamment des lieux de travail sur lesquels ils vont. Puis, une autre piste de solution qui a été mentionnée, c'est une fois qu'on a affecté un certain groupe d'employés sur un contrat, on laisse gérer entre eux l'horaire de travail pour la réalisation de ce contrat-là. Donc, ça leur amène souvent moins de réticence au niveau de l'horaire de travail puisqu'ils gèrent l'heure qu'ils commencent et l'heure qu'ils finissent entre eux. Sinon, on peut aussi revoir la composition des équipes de travail pour avoir des équipes volantes qui viennent pallier aux besoins ponctuels. Si on va aux pistes de solutions qui touchent directement le décret qui gère les conditions d'emploi en entretien ménager, puis le service d'appel d'offres public. Donc, il faudrait peut-être entreprendre des actions de lobby pour tenter de modifier le décret avant sa date d'échéance. Donc, comme on l'a mentionné plus tôt en parlant des salaires, le décret va actuellement jusqu'à 2025, puis est un peu coulé dans le béton jusqu'à cette date-là. Si vous suivez les nouvelles comme moi, vous avez vu que l'inflation ces temps-ci, c'est incroyable. On parle de 5,1 % dans une année, puis ça s'est sûrement même rendu plus haut que ça. Puis le décret a été établi avant qu'on voit l'inflation qu'on a actuellement. Donc, ça serait important de réouvrir le décret pour rétablir les salaires jusqu'à 2025 avant sa fin. Sinon, les salaires qu'on avait avant comme avantage attractif dans le secteur, si on pense à 2010 et avant, surtout considérant les niveaux de qualification qu'on demande, les salaires étaient très bons, on perdrait vraiment cet avantage comparatif-là qu'on avait auparavant. Aussi, il faudrait mettre davantage de souplesse dans le décret. Donc, on pourrait réfléchir à une certaine forme de progression salariale à l'intérieur du décret, peut-être même des taux horaires spécifiques à la période de formation pour réduire le coût de formation lorsqu'on a un fort taux de roulement à l'interne. Donc, un employé en formation pourrait être payé un peu moins cher, mais en contrepartie, on aurait des progressions salariales prévues au décret pour reconnaître l'ancienneté et valoriser les gens qui restent avec nous longtemps. Si on va au niveau des dernières pistes de solutions. Donc, comme ça a été mentionné plus tôt, il faudrait mettre de l'avant une campagne de valorisation, surtout pour atteindre les jeunes. On a beaucoup de difficultés à atteindre les jeunes. Donc, miser sur le fait que les emplois d'entretien ménager, c'est des emplois essentiels. Puis, au niveau de la formation, pour alléger le coût de la formation pour les entrepreneurs, il faudrait développer la formation en ligne clé en main. Donc, ce premier peut-être
10, 14 heures de formation là qu'on donne, qui est plus théorique sur la sécurité, le SIMDUT, bien, ça prendrait, par exemple, des formations vidéo que l'employé peut faire avant même de se rendre sur le lieu de travail. Une fois qu'il est embauché, il peut faire ça à distance de manière asynchrone. Puis ça permet aussi de standardiser les niveaux de formation. Donc, qu'on arrive dans une petite entreprise de 5 employés qui a peu de programmes de formation, une entreprise de 500 employés, tout le monde a accès à ce package de formation-là de base. Donc, ça permet d'assurer un certain standard. Puis, au niveau du transport, bien, ça va être certain qu'il faut offrir aux employés pour lesquels c'est un enjeu davantage de soutien au niveau du transport, organiser à l'interne des systèmes de navettage, s'arranger peut-être pour même donner des salaires légèrement supérieurs aux employés qui font le transport, donc qui vont chercher les autres employés, qui les amènent jusqu'au lieu de travail, penser à les rémunérer, cette fonction-là, puis à valoriser cette fonction-là, puisqu'elle nous permet d'atteindre des nouveaux bassins d'employés. Donc, je redonne la parole à Dominique pour conclure. Merci, Raphaël. Très intéressant. Beaucoup de pistes de solutions, beaucoup de travail. Je ne veux pas être décourageant dans mon commentaire, beaucoup de travail, parce que tous les employeurs sont confrontés à ça présentement, peu importe le secteur d'activité économique. Il faut faire table rase sur nos expériences passées, sur ce qu'on connaissait avant, pour être capable de reconstruire peut-être des modèles d'organisation différents. Et je suis confronté comme gestionnaire aux mêmes choses que vous autres. Puis je pense qu'on est capable de faire preuve de beaucoup de créativité et de solidarité. Cependant, j'annonce qu'il y aura un groupe de travail sur la concrétisation de l'étude qui va se former ici chez Enviro Compétences avec votre participation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'Enviro Compétences peut faire, puis comment on peut vous aider à élaborer des solutions ou à bonifier les solutions que vous avez par des fois des projets de formation qu'on peut faire, par des projets de développement d'outils qu'on peut faire avec vous, justement pour faciliter vos vies d'entrepreneurs, de DRH, etc., etc. Alors, le comité de travail va voir le jour sous peu. Ça va être Stéphanie là, qui va mener le bal, notre directrice de projet et de la formation. Et n'oubliez pas, Enviro Compétences a déjà des solutions qui sont déjà sur notre site. Il y a beaucoup de guides en gestion des ressources humaines pour les plus petites entreprises. Il y a une formation demain ou après-demain, sur Innover et recruter autrement le 1er juin à midi en webinaire. Et il y a une formation qui était destinée aux formateurs de préposés à l'entretien ménager qui recommencera à l'automne, qui est subventionnée par Emploi Québec. Alors, ceux qui sont intéressés, peut-être faire un petit coucou à Stéphanie, puis à ce moment-là, elle pourra faire le suivi sur le redémarrage de cette formation-là. Je pense qu'elle avait été beaucoup appréciée. Puis dans le comité de suivi, bien, justement, on va élaborer un paquet de solutions et un plan d'action pour être capable de vous aider à passer cette période qui est houleuse, puis qu'il y a un petit peu de vague, mais je pense qu'avec un petit peu de créativité et de volonté, on peut, toute la gang, trouver des solutions pertinentes puis de répondre de briser ces enjeux-là qu'on détient dans nos propres entreprises. Alors, je remercie encore Mme Annie Fortin, qui est la présidente du conseil d'administration de la SEC, et M. Roger Gauthier, qui sont... Sans vous, on ne pourrait pas rien faire. Vraiment, le mot de Cambronne dans Enviro Compétences, c'est la concertation. Puis on est là parce que vous avez des besoins. On est là parce que vous avez des enjeux. Puis on est là parce que vous participez activement à tous ces enjeux-là, puis solutions-là, puis aux actions. Alors, merci à vous deux et à tous les gens qui ont répondu à l'enquête. C'est très important. C'est grâce à vous qu'on est capable de documenter puis de dresser un portrait sur les besoins de main-d'œuvre de votre secteur. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Parfait. Et là, on pourra passer à la période de questions. Je vais regarder dans le chat si jamais il y a des questions. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les lancer dès maintenant. On a une première question qui serait quelle proportion représentent les immigrants ou les nouveaux arrivants dans le secteur? Oui, bien, si on regarde dans le marché du travail général au Québec, les nouveaux arrivants immigrants, donc on veut dire des gens qui ne sont pas nés au Canada, ça représente 14 de la main-d'œuvre. Puis dans le secteur de l'entretien ménager, c'est 23 de la main-d'œuvre. Donc, c'est passablement plus que dans
le marché de l'emploi en général, d'où l'importance de vraiment bien les intégrer puis les accompagner en emploi, puis d'avoir des plans parfois spécifiques à cette main-d'œuvre. Dominique, j'ai une question pour toi. Quelles seraient les pistes de solutions pour aider les entreprises à fidéliser leur main-d'œuvre? Bien, il y en a plusieurs. Moi, il y a eu une époque dans mon ancienne vie que j'étais DRH d'une usine et on avait implanté un paquet de solutions qui nécessairement ne coûtaient pas des sommes astronomiques, mais vous allez, il me vient une idée, la vaccination. En 2005, je faisais faire de la vaccination en entreprise pour le virus de l'influenza. Maintenant, ça fait peut-être le COVID. Mais on avait instauré un paquet de petits détails qui rendaient la vie, conciliation vie, famille, travail beaucoup plus facilitant pour les employés. Et on avait le changement de pneus qui se faisait dans le stationnement de l'organisation. Alors, les gens avaient pu pas dépenser, mais à passer leur temps samedi matin à faire le changement de pneus aux saisons. C'était fait dans les stationnements de l'entreprise. On était une entreprise en santé, mais il y avait le massage sur chaise qu'on offrait une fois par année à nos employés. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui fait un plus dans notre offre pour retenir les gens et les attirer. Mais je pense qu'il y a plein d'idées qu'on peut avoir qui pourraient faciliter et être un employeur de choix. Mais essayez de vous mettre en valeur. Les RH ne font pas souvent de marketing. On devrait avoir plus de marketing dans nos RH, être capable de partager notre mission, notre vision, comment on gère, être capable de mettre en avant-plan nos gestionnaires, nos superviseurs, puis mettre toute l'organisation en avant-plan. Alors, peut-être qu'il y a à développer notre marque employeur, être capable de se distinguer comme employeur, qu'est-ce qu'on fait plus que les autres. Puis le secteur de l'environnement, il y a un must. C'est qu'on l'a dit tout à l'heure par Raphaël, on est secteur en service essentiel. Donc, on est connecté avec la santé publique. Puis la santé publique, c'est vraiment au cœur de tous les citoyens et les citoyennes du Québec, puis de tous les citoyens de ce monde. Mais on a quand même une poignée sur la santé publique. Puis je pense qu'on devrait valoriser les métiers qui font partie de l'environnement. Puis n'oubliez pas, le 92 dans le temps de la pandémie était classé service essentiel dans le secteur de l'environnement. C'est beaucoup. Alors, je pense qu'on a un beau levier sur la santé publique puis le bien-être au travail que votre secteur est. Alors, je pense que tout est là. Il faut mettre la table puis se concerter puis monter un plan d'action là-dessus. Merci, Dominique. J'ai une nouvelle question qui vient de rentrer. Le processus pour embaucher à l'international a changé. Pourriez-vous nous accompagner pour faire ce processus? Bien, on a plein d'outils. On a effectivement plein d'outils, deux outils qui ont été développés. Puis on a fait une formation web dernièrement sur le recrutement à l'international. Alors peut-être d'aller sur notre site Enviro Compétences pour voir les outils qu'on a déjà en ligne. Là, puis peut-être qu'on fera des sessions d'information pour aider le recrutement à l'international. Parfait, oui, effectivement, comme dit Dominique, allez sur notre site Internet. On a mentionné tantôt qu'il y avait des informations sur nos formations, mais il y a aussi une section publication. Vous allez pouvoir retrouver énormément de choses, de données. Il y a une section nouvelle également, donc n'hésitez pas à aller naviguer sur notre site Internet envirocompétences.org. Vous allez trouver énormément d'informations pour ce qu'on vient de mentionner. Voilà. On nous demande si on peut avoir le PowerPoint qui a été diffusé. Je pense que oui, c'est envisageable, mais on a mieux pour vous. Vous allez pouvoir recevoir justement la vidéo aussi de l'enregistrement en fait, de la présentation qu'on vient de vous faire aujourd'hui. C'est encore mieux que le PowerPoint. Puis, quand vous allez pouvoir aller aussi sur notre site Internet, dans la section nouvelles, pour télécharger tout simplement le rapport de l'étude dont on vient de parler. Et pour tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui, sachez qu'on va vous envoyer de toute façon le rapport par courriel suite à votre inscription. C'est automatique. Ça devrait rentrer là d'ici 24 heures maximum. Mais si vous êtes très pressé, vous pouvez aller sur le site Internet, dans la section publication et consulter directement le document. Ce n'est pas un problème. Voilà. Je regarde si on a d'autres questions. Non, on a l'air d'être passé au travers. Je vais attendre juste 30 petites secondes si jamais quelqu'un est en train de taper une dernière question, mais a priori, on aurait fait le tour.
Juste, on va prendre une dernière question. Est-ce que ça pourrait être une idée que le comité paritaire offre une banque d'employés comme dans la construction? Ce sera notre dernière question. Ce sera à voir. Ça, c'est plutôt à voir avec le comité paritaire, j'imagine. Voilà, donc à adresser au comité paritaire cette question-là. Je vous remercie à tous et comme je l'ai mentionné, donc si jamais vous voulez avoir plus d'informations, environcompétences.org, c'est la référence. Voilà. Bon été à tous. Merci beaucoup. Merci.